Manager n'est pas vraiment mon objectif de vie. Voilà. Et moi, mon objectif de vie, c'est que on soit dans une équipe qui travaille sur une aventure ensemble, où tout le monde prenne sa place et s'éclate au quotidien. Enfin voilà, ma préoccupation le matin quand je me lève, c'est je me dis toujours, est-ce que les gens ils sont heureux dans cette équipe? Voilà, c'est vraiment mon sujet principal. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour, je suis Nelly Jimenez, directrice de EnsoAct, entreprise qui accompagne l'évolution de la culture du leadership au sein des organisations. Aujourd'hui, je reçois Florence Cagassi-Jouni, directrice de la branche parisienne de Dinergy, qui nous parle de la vision de la réussite professionnelle sur laquelle elle trouve que nous mettons trop de pression. Nous évoquons aussi le sujet de prendre sa place pour une femme et de trouver le juste ton pour prendre la parole. Et nous aborderons le sujet de la parentalité comme essentiel pour Florence pour faire évoluer les cultures d'entreprise et retrouver plus d'égalité. Belle écoute. Bonjour Florence. Alors vous avez une carrière dans le marketing digital et l'innovation depuis 2003 dans plusieurs groupes et startups. Vous êtes aujourd'hui directrice associée chez Dinergy, qui est un spécialiste de l'innovation. Vous êtes à la tête de la branche parisienne que vous avez créée en 2020 et vous avez aujourd'hui une équipe de 25 personnes. Alors, en préparant cet entretien, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais notamment de la définition de la réussite sur laquelle nous allons revenir, et puis de faire sa bonne élève versus d'oser prendre la parole, de prendre sa place, qui n'est pas forcément toujours évident. Vous avez aussi abordé le syndrome de surengagement, en effet miroir au syndrome de l'imposture, que j'ai eu envie d'approfondir avec vous. Et donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce podcast ? Merci Nelly pour cette présentation. La première réponse, c'est déjà la fierté que vous m'ayez proposé ce moment qui est assez intéressant et qui me change de mon quotidien. La deuxième raison, c'est plutôt une envie de partager parce que je pense que j'arrive aussi à un moment de ma vie où j'ai eu des questionnements que beaucoup d'autres ont, qu'on parle beaucoup de rôle modèle. On met souvent en perspective des femmes modèles qui ont des grands parcours, qui symbolisent des formats de réussite qui sont pas forcément adaptés à toutes. Et voilà, moi je suis une jeune femme comme une autre et je trouve ça intéressant en fait de partager ces questionnements et ce parcours avec d'autres. C'est quoi cette idée de grand parcours ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ? C'est vrai que quand on regarde les médias, même les associations, en tout cas les acteurs qui se positionnent sur la réussite au féminin, on va toujours mettre en modèle des patronnes du CAC 40, des entrepreneuses qui ont monté leur boîte ou qui ont fait des grosses levées de fonds. Et voilà, et moi c'est vrai que je suis entourée au quotidien de femmes brillantes qui ont des parcours différents, qui sont salariées, freelance, qui font des choses incroyables dans différents écosystèmes et on parle moins d'elles. Et je trouve que ça met une pression assez importante à celles qui suivent sur ce que doit être la réussite au féminin et la réussite tout court. C'est quoi votre vision de la réussite du coup ? Ma vision de la réussite aujourd'hui, c'est l'équilibre que doit proposer la vie. Aujourd'hui, on est dans un moment sociétal important où il y a beaucoup d'enjeux et quand on est à la fois parent, à la fois professionnel, qu'on évolue dans des écosystèmes, il faut trouver cet équilibre. Et pour moi, la réussite, c'est quand même à la fin d'être heureux de ce qu'on fait tous les jours, de ce qu'on va faire quand on va se retourner, du temps qu'on passe avec nos enfants et de pas avoir à regretter ça. Et je pense que tout le challenge, c'est un peu pour les femmes d'aujourd'hui de trouver ce bon équilibre. Et j'ai presque envie de dire que c'est aussi un challenge pour les hommes, qu'on arrive à un point d'équilibre, en tout cas j'espère, de plus d'équilibre entre ces quêtes. Voilà, et que la réussite, elle peut s'inscrire bien au-delà finalement juste du job. C'est quoi bien au-delà du job ? Bien au-delà du job, c'est faire des choix qui sont un peu détachés de ce que peut attendre soit la société, soit de ce qu'on nous montre comme modèle de réussite aujourd'hui. Je pense que c'est des choix de rythme de vie, c'est des choix de rythme de travail, c'est des choix de passer plus de temps avec ses enfants tout en ayant un job qui nous passionne. Je pense que c'est quand même compatible et c'est pas de faire l'un ou l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans des modèles managériaux d'entreprises qui peuvent nous permettre de le faire et que quand on choisit un trajet, une trajectoire, c'est important de choisir avec qui on va faire ce chemin-là. Moi, j'ai jamais choisi un emploi sans choisir des humains en premier. J'ai jamais choisi une marque, j'ai jamais choisi un salaire.
J'ai jamais choisi un prestige de poste. J'ai toujours choisi des humains qui allaient me permettre en fait d'avoir une forme de liberté de choix dans ce parcours-là. Aller au-delà, pour moi, c'est un peu ça. C'est se détacher finalement de ce que peut attendre une image qu'on peut nous donner. Moi, j'ai fait une école de commerce. D'autres ont fait d'autres études, mais c'est vrai que réussite égale manager des grosses équipes, par exemple. Dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de gens qui réussissent de plein d'autres manières et qui arrivent à avoir cet équilibre de vie qui leur permet d'être tout simplement heureux sur le long terme. Parce que tout ça est quand même un marathon qui dure pas 42 km, mais 42 ans. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez le bon équilibre ? Aujourd'hui, je sais pas si j'ai le bon équilibre, parce qu'on est toujours tangent d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est toujours une question que je me pose dans mes réflexions. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait, par exemple, des choix d'entreprise de taille plutôt familiale pour être dans un contexte qui me permet d'être une maman sans avoir à me dire quand mes enfants sont malades, ah mince, j'ai plus de jours de congé enfant malade, ou alors ça va impacter ma carrière. C'est un choix que j'ai fait en conscience. J'ai choisi de réduire mon temps de travail. Donc j'ai choisi volontairement de ne plus travailler les mercredis après-midi, avec en conscience le fait que ça aurait plus de bénéfices sur ma productivité que l'inverse, parce que quand je ne le faisais pas, ça avait un vrai impact pour le coup sur mon équilibre. J'étais stressée, j'étais angoissée, je voyais moins mes enfants, je me sentais pas bien. Et c'est vrai que depuis que j'ai décidé de faire ça, en libre arbitre, en fait, je me rends compte que ça me convient, parce que je suis en meilleure forme globale, j'ai plus de temps pour moi, plus de temps pour eux. Et en fait, ça va pas du tout impacter mon travail, ni en termes de charge, ni en termes de résultats, voire l'inverse. Vous avez dit que vous avez choisi une entreprise familiale parce que ça vous donne plus de liberté. Vous pensez qu'on n'a pas cette liberté dans les entreprises plus grandes ? Il y a plus de règles. J'ai eu la chance de voir pas mal de typologies d'entreprises, des grands groupes, des plus petites structures. J'ai été freelance aussi. C'est peut-être pas le côté entreprise familiale qui change la donne, c'est plutôt la culture de l'entreprise. Quand on est dans une entreprise où on partage des valeurs communes, notamment sur la famille, où il y a un socle managérial où les gens sont parents, où d'une certaine manière les règles sont, je dirais, en train de se construire, c'est sûr que c'est pas pareil que quand on est dans un groupe où il y a des règles de fonctionnement, où dès qu'on est absent, il faut dire pourquoi on l'est, etc. Et c'est pas non plus pareil qu'une start-up où finalement les gens sont plus jeunes et où il y a quand même plus une course, je dirais, effrénée à la levée de fonds, à la croissance. Donc c'est ce que donnent aussi, je trouve, les PME en France aux gens. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'apporte, d'avoir cette possibilité, d'avoir cet équilibre qui est respecté. C'est intéressant parce que vous avez quand même pris un rôle avec un sacré challenge, puisque le rôle que vous avez pris, c'est quand même de monter la structure à Paris. Vous êtes passé finalement de vous toute seule à 25 employés aujourd'hui. Tout à fait. En 3 ans. Ouais. Donc, comme ça, dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, on se dit que c'est quand même un sacré challenge. C'est pas vraiment une question d'équilibre. On est plutôt dans la croissance dont vous parliez vis-à-vis de la start-up. Comment ça s'est passé pour vous, alors, par rapport à votre équilibre, cette croissance sur 3 ans ? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours eu un tempérament à bien aimer les challenges. Donc, avant d'arriver chez Dynergy, j'avais passé 5 ans chez TF1. Donc, rien à voir. Bon, je faisais déjà de l'innovation chez TF1, mais j'étais inscrite dans une logique de groupe que j'ai trouvée passionnante, mais où quand même mon job au départ, ça avait été quand même de construire quelque chose qui n'existait pas. Donc moi, c'est un peu ça qui m'anime. C'est toujours de construire quelque chose qui n'existait pas. Ce que j'ai aimé chez Dynergy, c'est que ça répondait à 2 leviers pour moi. Le premier, c'était quand même un tempérament assez entrepreneurial. Mais le deuxième, c'était quand même, j'ai 2 enfants en bas âge, et moi, prendre des gros risques financiers, c'est pas non plus quelque chose qui me met dans quelque chose d'équilibré. Et donc, c'est vrai que ce challenge me permettait d'avoir ce côté entrepreneurial, tout en étant soutenu par une équipe qui était déjà bien présente, puisque la structure, elle fait 130 personnes. À l'époque, on était un peu moins, mais déjà présente sur Lyon. Donc, effectivement, ça paraît être une course à la croissance. Cela étant, déjà, j'étais pas seule. Donc c'est important, j'avais un DG, j'avais toute une équipe derrière, des gens qui au début on travaille à distance. Bon, on a eu le Covid entre-temps, mais ça on l'a géré. Et puis après tout se joue sur l'équipe qu'on recrute avec soi. Et moi, mon modèle de fonctionnement, c'est pas du tout d'être dans le micromanagement, je déteste ça. C'est vraiment d'être avec des gens qui sont vraiment bons et qui sont très bons sur leur métier. Et donc en fait, tout le jeu, ça a été de construire cette équipe avec des gens qui allaient pouvoir prendre des parties. Donc au début, je faisais un petit peu de tout. Et puis après, il y a des gens qui sont arrivés de Lyon pour continuer à faire grandir cette équipe. Et donc, je me suis jamais sentie complètement à tout porter, puisque j'avais des gens brillants avec moi qui ont pris des bouts de cette aventure. Et aujourd'hui, on est 25 et j'ai une équipe hyper structurée avec des personnes hyper engagées et brillantes qui font hyper bien leur métier. Ce qui, moi, me permet d'ailleurs de continuer à construire des choses nouvelles.
J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez un niveau managérial entre vous et l'équipe. Je me dis, si vous êtes à 25 personnes en direct. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de recul? Parce qu'au début, vous faisiez tout. Après, vous avez dû déléguer un peu. Après, déléguer beaucoup plus, parce que c'est pas du tout le même rôle, manager et directrice, même si vous avez toujours eu le poste de directrice. Là, vous êtes directrice avec des managers, mais on est d'accord. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de recul? Pour moi, c'est assez simple dès lors que les personnes qui arrivent pour manager ou qui managent me libèrent, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, vu qu'on est dans un métier de service et qu'on a des clients derrière, j'ai envie de dire que le juge de paix, c'est un petit peu le client. Je dis pas que tout a été rose tout le temps et qu'on n'a pas des problèmes du quotidien à gérer et que 25, ça reste quand même une petite équipe qui s'est soudée en plus parce qu'elle a démarré ensemble. Donc on a appris des choses, on a fait des erreurs. Mais moi, j'ai plutôt une tendance naturelle à faire confiance. C'est-à-dire que si je trouve que les gens gèrent bien et que j'ai pas de remontée négative, ni d'un point de vue opérationnel, ni d'un point de vue, je dirais, client, je laisse faire, en fait. Et mes discussions, elles vont plutôt être sur comment faire mieux, comment aller plus loin, etc. Ça veut pas dire que j'ai pas parfois à intervenir sur des sujets très opérationnels, des dysfonctionnements et tout ça. Mais moi, ça n'a jamais été un problème de déléguer vraiment le management parce que manager n'est pas vraiment mon objectif de vie. Moi, mon objectif de vie, c'est que on soit dans une équipe qui travaille sur une aventure ensemble, où tout le monde prenne sa place et s'éclate au quotidien. Enfin voilà, ma préoccupation le matin quand je me lève, c'est je me dis toujours, est-ce que les gens ils sont heureux dans cette équipe? Voilà, c'est vraiment mon sujet principal. Et c'est vrai que quand il y a des dysfonctionnements ou des gens qui sont en surcharge ou en stress, c'est vrai que ça me stresse parce que j'essaye de trouver des solutions, mais je le fais jamais seule. Pourquoi vous opposez ça au management? Je l'oppose pas. Enfin, c'est pas que je l'oppose, c'est plutôt que sur le côté opérationnel du quotidien. Moi, j'ai pas du tout de problème à prendre du recul. Je suis pas du tout en train de vérifier. Voilà. Par contre, je suis hyper exigeante. Ça veut dire que quand il y a un bug, je peux être un peu tendue. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils le savent. Ils savent très bien que parfois je peux réagir de manière peut-être un peu dure. J'oppose pas forcément le fait de faire en sorte que les gens soient heureux au management, mais je le considère pas comme étant de ma seule responsabilité. Pour moi, c'est un travail qui est le travail que je vais essayer de faire avec les deux personnes, entre guillemets, qui gèrent le quotidien. Et c'est ma manière à moi de les manager, en fait, dans cette transparence-là et dans cette responsabilité-là. Vous dites que vous faites confiance, alors je vais rajouter a priori. Apparemment. A priori, tout à fait, ouais. Vous faites confiance a priori. Qu'est-ce qui va faire que vous continuez cette confiance ou vous l'arrêtez finalement? C'est le retour client, c'est ça? Alors le retour client, la transparence, c'est-à-dire ne pas découvrir des problèmes par d'autres, voir que les choses avancent, qu'elles se construisent. Moi, ce qui peut me rendre folle, c'est quand il y a beaucoup de mots et peu d'actes, quand les choses vont trop lentement par rapport à ce qu'elles devraient être. Donc c'est vrai que ça me met dans des situations où je peux revenir sur des sujets sur lesquels je n'ai pas du tout envie d'être parce que je considère qu'ils sont pas pris avec le bon niveau de hauteur ou avec le bon niveau de rythme. Donc je vais essayer d'apporter d'une certaine manière ce rythme, peut-être ce niveau de hauteur, peut-être ce refocus. Mais voilà, moi, c'est ça qui va, entre guillemets, me tendre. Et c'est vrai que on vit tout ça dans l'entreprise, mais il y a des gens qui vont prendre un périmètre et qui vont dérouler, et c'est juste un bonheur. Et on est plutôt dans des interactions très de construction. Et puis, parfois, on n'a pas ça, et là, ça peut générer des frustrations, notamment quand on est une petite structure en train de grandir. Parce que quand on est une petite structure en train de grandir, enfin petite, on est quand même 130, mais on est quand même en train de se construire. Et je veux dire, on n'a pas les fonctions support que je pouvais avoir dans un groupe comme TF1. Et donc, en fait, tout le monde dépasse un peu le cadre de sa fonction. Moi, j'avoue, ce que j'adore, c'est ces profils-là. C'est des profils qui vont un petit peu dépasser le cadre de leur fonction. C'est la proactivité. Et comment vous faites pour gérer dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un qui répond pas au niveau d'exigence? C'est un vrai sujet, parce que ça, c'était les choses les plus dures, je trouve, en tant que manager. Heureusement, je suis pas seule, parce qu'on est plusieurs. J'ai des collègues à Lyon, on copilote un peu l'entreprise tous ensemble. C'est que parfois, il faut faire des choix, à la fois qui sont bénéfiques pour l'entreprise et même pour les personnes, de décider d'arrêter des collaborations. Ça, j'avoue que je l'ai découvert depuis 3 ans, parce que c'est vrai qu'à 25, on peut pas se permettre. En fait, ça a trop d'impact sur les autres. Ça génère trop de difficultés opérationnelles. Et donc, il a fallu à certains moments prendre ce recul-là, une forme de courage, parfois avec maladresse. Moi, mon sujet, ça a toujours été d'expliquer aux autres les pourquoi.
Mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre ce type de décision. Et la plupart du temps d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ont toujours été plutôt bien prises. Et les personnes dont on a dû se séparer pour des raisons X, Y, Z, parce que c'est rarement lié à de l'intelligence humaine ou c'est plutôt lié à être à sa place. Finalement, ça a toujours été positif pour elles. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est des choses qu'il faut faire avec humanité, de manière factuelle, mais à la fin, en fait, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Et j'imagine que ça a été prévenu, c'est pas quelque chose qui est tombé comme un coup près. Jamais. C'est un peu important. Je voulais vous demander, vous avez dit que ça a été très compliqué de laisser partir les gens, c'est quelque chose qui est très compliqué en management. Dans votre parcours, de façon générale, qu'est-ce qui a été compliqué pour vous ? De gérer un peu ma passion, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'hyper engagé. Donc, je suis à fond à chaque fois que je fais un truc. Je vois toujours les choses un peu loin. J'ai toujours ce côté un peu vouloir plus, aller plus loin. Et donc, j'ai cette forme d'exigence pour moi-même, mais du coup, aussi vis-à-vis des autres. Ce qui est un peu le plus dur à gérer dans mon parcours, c'est un peu cette frustration de trouver que tout est toujours trop lent. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours vécu dans ma vie, du début à la fin. Et qui commence un petit peu à se réduire aujourd'hui. J'apprends à comprendre que les choses prennent du temps, etc. Mais j'ai ce côté vraiment à fond. Voilà, donc ça, c'est la première difficulté, j'ai trouvé. La deuxième difficulté, c'est que j'ai choisi toujours des jobs pas hyper simples. J'ai pas un parcours hyper linéaire, donc je veux dire, j'ai vendu des photocopieurs au début, je me suis lancée freelance, ensuite je suis rentrée dans le digital, l'agilité, la tech, je suis allée dans un grand groupe média, j'y connaissais rien, je suis arrivée chez Dynergy. Bon, et en fait, finalement, quand je fais le feedback, je me dis, à chaque fois, je me suis mis un peu en position de c'est nouveau, quoi. Parce que c'est un petit peu ce qui me drive. Le côté c'est nouveau, je construis quelque chose de nouveau, j'apprends beaucoup à chaque fois. C'est hyper intéressant. Mais la difficulté, du coup, c'est que, c'était des écosystèmes très masculins à chaque fois, sauf chez TF1. Et 2, il a fallu prendre ma place, il a fallu être perçu légitime dans des choses qui n'existaient pas, en fait. C'est-à-dire, quand on crée quelque chose qui n'existait pas pour les autres, au départ, on nous regarde toujours un petit peu en biais, quoi. Est-ce que dans tous vos postes, vous avez créé une place qui n'existait pas, c'est ça ? Pas dans tous, mais en tout cas, dans les 2 derniers, oui. Par rapport au fait que vous disiez que c'est des milieux très masculins et vous avez enchaîné sur le fait de créer sa place, est-ce que ça a un lien ou pas du tout ? Alors, je suis très partagée sur la question. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Mais je sais pas si c'est une impression qui est réelle ou pas réelle. Voilà, je suis incapable de le juger de mes yeux. Mais j'ai quand même le sentiment que parfois, quand on est une femme, on dit les choses différemment, on s'exprime différemment, on a besoin de parler un peu plus fort et que quand on parle plus fort, c'est pas perçu exactement de la même manière que si j'avais été un homme. Et souvent, je me suis fait la remarque, je me suis dit si seulement parfois j'étais un homme. Mais je sais pas si c'est une impression, un ressenti, une excuse. J'ai pas, je dirais, de vérité absolue. Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu un peu. Dans quel contexte vous êtes dit ça ? Il y a des contextes très factuels. Par exemple, quand dans ma toute première vie professionnelle, je vendais des photocopieurs, donc hyper glamour. Il se trouve qu'on devait être 3 filles sur 40 commerciaux sur la région dans laquelle j'étais. Et c'est des choses un peu bêtes, mais par exemple, moi j'étais un peu dans les performeurs de ces équipes. Moi, quand je performais, on allait me dire, ouais, mais quand t'es une fille, c'est plus facile. De la part de mes pairs, pas de mes managers. Et puis, je sais pas, la semaine d'après, je dirais mon principal adversaire faisait quelque chose d'identique ou d'un peu moins bon. On allait lui dire qu'il était fort, qu'il était bon. Et ça, c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues, à toujours me poser la question, mais en fait, c'était peut-être un coup de chance. Peut-être que, effectivement, peut-être parce que j'ai 23, 24 ans, je suis peut-être meilleure, parce que je suis une fille et que mes clients, c'est des hommes. Donc ça, c'est assez factuel. Après, ce qui me fait dire ça, c'est parfois des réactions qui sont pas du sexisme, en fait, qui sont plutôt des biais dont les gens ont même plus conscience, quoi. Y compris moi en tant que femme. C'est-à-dire ? Par exemple, quand on est une femme et qu'on va être plus arbitraire ou qu'on va être plus exigeante sur un sujet et qu'on s'adresse à des garçons, même qui sont pas du tout machos, etc., ça peut être moins bien pris, moins bien entendu. On a besoin de parler plus fort. Et donc, du coup, il y a un petit effet d'échelle qui fait que on a l'impression de devoir parler plus fort ou de s'imposer plus ou de devoir faire plus d'efforts pour que finalement, cette idée passe. Donc moi, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti sans pouvoir le prouver, en fait, vraiment. C'est ce fameux syndrome de surengagement dont vous... Peut-être. C'est peut-être ça. Ouais. De dire de devoir faire plus ou de prouver plus. Alors, comme vous dites, c'est pas forcément extrêmement factuel, mais c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti. C'est quelque chose que vous ressentez toujours aujourd'hui ? De moins en moins. J'ai la chance d'avoir un manager qui est plutôt... ce qui est assez antinomique, c'est que j'ai toujours été hyper portée par des managers mecs, donc en fait, qui m'ont toujours plus fait confiance, d'ailleurs que moi-même, je me fais confiance. Et j'ai été beaucoup plus aidée, d'ailleurs, par des hommes dans ma vie professionnelle que par des femmes. J'ai plein d'exemples, d'ailleurs, comme ça, et c'est d'ailleurs assez perturbant.
Aujourd'hui, oui, je le vis encore à certains moments, de moins en moins, parce que au début, j'étais toute seule et puis maintenant, on est 25 et que d'une certaine manière, peut-être que ça a prouvé une forme de légitimité et que je le ressens de moins en moins, en tout cas, voilà. Vous dites que vous avez plus été aidé par des hommes managers que par des femmes, mais dans la façon dont vous l'avez dit, j'ai l'impression que les femmes vous ont pas aidé du tout. C'est juste une impression que j'ai moi, ou il y a vraiment des choses où vous vous êtes dit, là, cette personne ne va pas m'aider, quoi. Parce que c'est une femme. Ok. Ouais. Vous avez un exemple, un contexte ? J'ai pas d'exemple. Déjà, j'ai eu une femme en direction qui, elle, était exceptionnelle et qui était, elle, parmi les hommes et qui a eu un parcours génial et qui a essayé de m'aider, mais j'ai été freinée par des hommes. C'est la seule fois. Première partie de vie. C'est-à-dire, vous avez été freinée concrètement ? En gros, elle a voulu me prendre sur un poste managérial. À l'époque, j'étais un peu dans un process d'évolution et j'ai été complètement bloquée par ceux qui m'avaient à ce moment-là dans leurs équipes. Ah, ils voulaient pas vous laisser partir. Non. Donc là, en l'occurrence, elle était là pour vous aider. Elle était là pour m'aider. Et puis après, j'ai pas eu beaucoup de femmes dans cet écosystème. Et les quelques femmes ne m'ont pas aidée. Enfin, je veux dire, elles étaient plutôt focus sur elles, je pense, à essayer de driver. Et puis même quand je regarde les écosystèmes plus féminins, je dirais, dans l'innovation, etc., je retrouve pas vraiment de sororité, quand même. Dans le business, dans la cooptation. Ça reste quand même assez politique. En tout cas, même quand j'étais freelance, j'ai toujours été plus aidée par des hommes, même en recommandation. Donc, c'est pour ça que je suis très partagée sur le sujet et que je suis pas du tout ambiance féministe à mort, parce que je me rends bien compte que les femmes ont besoin d'être accompagnées différemment dans le modèle managérial et dans leur capacité à oser, etc. Moi, en l'occurrence, j'ai pas été très aidée par des femmes. Ouais. Pourquoi vous dites que les femmes ont besoin d'être accompagnées différemment ? Je le vois tous les jours. Qu'est-ce qui vous fait dire ça concrètement ? Parce que moi, je l'ai vécu. je l'ai vécu longtemps et j'aurais adoré avoir une mentor femme qui me dise moi aussi, je me suis posé ces questions, qui me fasse prendre un autre recul. L'avantage des hommes, c'est qu'ils se font beaucoup moins de nœuds au cerveau. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un manager, il me dit c'est comme ça ou comme ça. Enfin, voilà, ils se posent pas toutes ces questions. Mais par contre, c'est vrai que c'est important de se rendre compte que, moi je le vois dans nos équipes, dans mes équipes à moi ou dans les équipes des autres, mais spontanément, quand il y a une forme de bienveillance, sans être dans le management, c'est plutôt du mentoring féminin vers les autres pour leur donner des conseils, des manières d'interagir, d'exprimer leurs idées différemment, d'oser prendre la parole, parce que le réflexe, il est plutôt de « ouais, mais de toute façon, on va pas m'écouter ». Et je le vois trop, en fait, et c'est vrai que ça me perturbe, parce que moi, j'ai jamais eu ce problème de m'interdire de parler. Donc c'est une qualité et en même temps ça m'a pas toujours servi, mais moi je me suis jamais interdit. Mais j'en vois beaucoup qui se l'interdisent parce qu'elles ont peur de la réaction, parce qu'elles ont peur qu'on leur dise non. Il y en a même qui me disent ouais mais tu sais moi j'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur alors qu'elles sont brillantes et tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on est obligé de s'entraider. Et là c'est même plus une question d'être manager ou pas, mais en tout cas moi je crois que dans mon entreprise, en tout cas à mon échelle, j'ai un peu ce rôle informel de pouvoir les autoriser à être. Vous dites que vous ne vous êtes jamais interdit de parler. Est-ce que ça a toujours été évident pour autant ? Non. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été évident ? Parce que ça demande un effort, en fait. Moi, je me suis rendu compte dans certains parcours, et notamment dans les groupes, que les hommes, parfois, n'ont même pas besoin de parler pour évoluer. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire 100 fois plus, quoi. Donc, oui, c'est un effort de s'exprimer. Alors, moi, je suis plus quelqu'un qui m'exprime à l'oral qu'à l'écrit. J'ai tenté LinkedIn, tout ça m'a un peu saoulée. Oui, c'est quand même un effort de s'exprimer, de voir prendre sa place. Et peut-être même parfois, c'est contre-productif. Parce que à force de vouloir se surengager et de surexprimer, on en perd presque en impact. Et moi, c'est ça qui a été le plus dur à gérer, c'est cet équilibre-là. C'est-à-dire, on en perd en impact ? Vu qu'on essaie d'en faire 15 fois plus, au bout d'un moment... surtout quand en face, on a principalement des mecs, ça les saoule. Et ça, on me l'a dit. C'est-à-dire, ça les saoule. Ça les saoule, ils se disent... elle est chiante, elle va encore nous... Et je peux le comprendre, en fait. Je peux le allez comprendre. Jusqu'où vous êtes aidé, parce que je suis pas sûre, moi, de comprendre. C'est intéressant. Donc, en fait, je pense qu'en fait, à force de vouloir légitimer le pourquoi on est là, du coup, on essaye de prendre plus la parole. Et vu que... moi, je vois la différence entre... Moi, je suis parmi les seuls managers de l'entreprise à la direction au quotidien. Okay. C'est souvent moi qui combat pour les autres sur des sujets. Alors souvent, j'ai une unanimité. Les gens disent « Ah ouais, c'est important que tu le dises, etc. » Mais c'est souvent moi qui le dis. Et souvent, les mecs, ils laissent passer. Et donc, du coup, quand tu viens un peu trop à la charge, en fait, ça te demande un effort, c'est fatigant. Et surtout, ça peut être énervant pour celui qui le reçoit.
Ok, alors juste que je comprenne pour être sûre, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de porter les sujets que personne ne veut porter, c'est ça ? Parfois, ouais. Ou alors je m'auto-proclame déléguée de classe. On va dire que c'est un peu le syndrome de la déléguée de classe. Et finalement, derrière, je vais avoir, ouais, c'est vrai, t'as raison, etc. Mais au fond, c'est quand même toi qui vas au front à chaque fois. Alors que des fois, franchement, je prends du recul et je me dis, en vrai, j'aurais jamais dû mener ce combat. Ça aurait pas dû être le mien. Ok, donc en fait, vous êtes le porte-parole et en fait, il se cache derrière vous et après, c'est vous qui défendez en fait. Mais c'est en arrière-plan, on va vous dire c'est bien que t'aies porté le sujet, mais en fait, personne va défendre le sujet et donc en face, c'est toujours la personne qui défend le sujet. Ou alors de manière plus timide. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai tendance à être hyper impulsive, donc quand il y a quelque chose, un dysfonctionnement quelque chose, moi j'ai besoin donc on le règle. Voilà, j'ai besoin de régler des problèmes. Et c'est vrai que il y en a d'autres qui peuvent passer des mois pas à s'en fiche, mais ça les atteint moins, donc ils ont moins besoin de le régler. Après, ce que vous disiez aussi, c'est que vous avez dit quelque chose il y a 5 minutes, c'est que les hommes qui ne parlent pas, donc qui vont pas au front, évoluent. Est-ce que les femmes qui ne vont pas au front évoluent ? Non. Non. En fait, les femmes qui vont pas au front, celles qui font bien leur travail, et moi j'en vois plein, des nanas brillantes, en fait, vu qu'elles font hyper bien leur travail, c'est génial en fait d'avoir des personnes comme ça dans une boîte. Mais effectivement, c'est pas évident. Et moi je pense qu'elles ont besoin de s'affirmer et de dire, moi j'ai envie de prendre cette place, ou j'ai envie d'aller là. Souvent, elles le font pas forcément. Mais peut-être c'est moi qui me fais un schéma mental. Je suis peut-être dans la caricature la plus totale en fait. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trop vu des choses dans différents types de regards. Pas forcément la mienne actuellement d'ailleurs, mais dans différents types de regards. Vous avez trop vu de femmes qui ne parlaient pas et qui n'avaient pas leur place, et d'hommes qui ne parlaient pas et qui faisaient profil bas et qui évoluaient. C'est ça que vous dites ? Ouais. Voire même de profils masculins moins compétents que certaines femmes qui évoluaient, et des femmes en top management qui étaient très dures. Oui, ça existe aussi. Et c'est intéressant parce que ça fait un peu cercle vicieux. Alors, je me trompe peut-être, mais en fait, ce que vous dites, si j'entends bien, c'est de dire, voilà, finalement, c'est fatigant de se légitimer, c'est fatigant d'aller au front. En même temps, ça vous habite, ce côté passion, ça vous habite. Et donc, vous y allez, vous êtes pas là par hasard du coup aussi, c'est parce que vous allez aussi chercher ça. Mais à côté de ça, en fait, la question de justice se pose finalement. Est-ce que c'est juste que ce soit toujours vous qui allez au front ? Et est-ce que c'est juste que les femmes doivent aller au front sur des sujets pas forcément évidents ? Je sais pas si on doit parler de justice. Allez-y. Je pense que c'est comme ça, en fait. Je pense que même si la société évolue, il n'empêche qu'il reste plein de biais. C'est intéressant quand on lit des choses sur le sujet, notamment tout ce qui commence à être fresque de la diversité, et de voir d'ailleurs des témoignages de réactions dans les entreprises qui sont pas forcément faciles à gérer là-dessus. Moi, je pense qu'on est quand même dans une société, et d'ailleurs ma génération, moi j'ai 42 ans, je me dis finalement j'ai grandi dans quelque chose où on est un peu la première vraie génération de femmes à avoir fait des études, à être dans ce côté mère, femme professionnelle, carrière, etc. Et on a toujours un peu cette injonction de oui mais tu vois pas assez tes enfants, ou oui mais je comprends pas comment tu fais, etc. Et moi, dans ma tête, j'en suis déjà plus là. Je me dis, comment on peut encore me dire ça ? Mais parce que j'estime que le modèle normal de la vie de famille, c'est 2 personnes qui travaillent, qui s'éclatent dans leur job et un parfait partage des tâches. Pour moi, ça devrait être une norme. Je me rends bien compte que ce que je vis personnellement n'est pas la norme. C'est-à-dire que moi, quand je lis encore des charges mentales uniquement portées par les femmes, ça me dépasse complètement parce que je suis dans le modèle inverse. Mais la réalité, c'est que ces biais cognitifs qui viennent à la fois des hommes et des femmes, ils existent. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une question de justice, parce que moi, je travaille qu'avec des hommes super brillants, qui sont tous papas, qui ont tous envie de bosser et de s'occuper de leurs enfants. Et finalement, ces biais, je les ai autant qu'eux. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas hyper arbitraire sur ce jugement-là, parce que je pense qu'en fait, c'est des nouvelles formes de société qui doivent se construire. Et c'est pour ça que je prône quand même pas mal le principe de sororité à l'intérieur des entreprises, de mentoring, parce que je pense que ça doit se passer comme ça. Et que moi, j'ai fait partie de cette première génération un petit peu à avoir ce sentiment d'avoir dû passer un petit peu plus en force, en plus dans des écosystèmes vraiment masculins, parce qu'on est quand même dans l'écosystème de la tech, du digital, c'est quand même plus des mondes d'hommes. Mais j'espère et je pense que ma fille ne vivra pas ça. En tout cas, je le pense. Parce que je vois bien que les nouveaux papas ont les mêmes besoins que les mamans, en fait. En tout cas, ceux que je côtoie. Vous pensez que c'est la parentalité, du coup, qui ferait un peu changer la société par rapport à ça ? Je pense que la parentalité fait changer la société. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de pères qui ne s'expriment pas suffisamment, d'ailleurs.
Parce que quand on regarde LinkedIn, on a l'impression que c'est l'enfer des femmes, mais en fait, il y a beaucoup de papas qui vivent cette charge mentale, qui gèrent hyper bien ce partage des tâches. Et je pense que c'est la parentalité, oui, qui remet un équilibre dans tout ça. Et nous, par exemple, dans notre entreprise, il y a autant des papas que des mamans qui doivent partir plus tôt pour aller chercher leurs enfants. Il y a autant de papas que de mamans qui doivent rester en télétravail parce qu'ils ont un enfant malade. Et je trouve ça génial. Et moi, quand j'ai dit, je prends mes mercredis après-midi parce que là, mes enfants, j'ai envie de les voir, j'ai envie de pouvoir les emmener là, en fait, ceux qui m'ont envié, c'est plutôt des papas. Moi, je suis assez sûre de ça et je pense que l'entreprise, elle a une responsabilité hyper importante là-dedans, d'autoriser cette génération de parents à éduquer correctement leurs enfants, à transmettre ces valeurs, et c'est par la capacité à laisser cette liberté aux gens, à montrer que on n'est pas obligé de rester à 8 heures, à être là 5 jours sur 5 pour réussir. Et je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. Moi, j'en suis quasiment convaincue. Ok. Donc j'espère que le message est passé pour voilà, mais j'en suis sûre. Ça, c'est pour le rapport à l'équilibre et le rapport au travail. Après, pour le rapport à la prise de parole, l'expression, la légitimité, comment vous voyez l'accompagnement des femmes, du coup? Parce que c'est ce que vous disiez, il faut accompagner les femmes à prendre la parole et à mieux se positionner. Moi, je pense qu'il y a un double enjeu. Il y a accompagner les femmes à avoir plus confiance en elles. Et ça, il y a une génération qui est la mienne, d'ailleurs, parce que moi, en vrai, toutes mes amies, quasiment, je crois que je connais aucune femme qui me dit « j'ai hyper confiance en moi ». Voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment notre maladie commune et c'est insupportable, en fait, pour nous toutes. Et donc, on a tout ce travail à faire sur nous qui, je trouve, avec l'âge, va dans le bon sens. J'espère que ma fille, et d'ailleurs, c'est la question que je me pose tous les matins. Je me dis, comment faire pour que ma fille ne vive jamais ce syndrome? Qu'est-ce que je dois lui transmettre? Et je vois bien qu'il y a des nouvelles choses qui se passent à l'école, d'ailleurs, là-dessus, dans la transmission de valeurs. Mais le deuxième pan, en fait, c'est comment accompagner les hommes qui managent des femmes à les comprendre, à comprendre qu'en fait, elles ont ce syndrome. Alors, ils le comprennent. Mais comment faire pour les accompagner à cette liberté-là? Et pour moi, c'est un double travail. Je veux dire, c'est pas... c'est à la fois une responsabilité de nous, les femmes, de progresser et de faire comprendre, de dire les choses différemment, et à la fois aux hommes qui les managent, parce que on est quand même encore dans un modèle, il y a plutôt plus d'hommes qui managent des femmes que l'inverse, et peut-être que dans 30 ans, on aura le problème inverse, peut-être. On n'en est pas là. 30 ans, ça me paraît rapide, mais pourquoi pas? On n'en est pas là. Mais en tout cas, pour moi, l'enjeu, il est là. Il est dans le modèle de management. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est inspiré d'un modèle quand même assez patriarcal. Mais les dés sont quand même rejetés aujourd'hui avec le distanciel. Il y a quand même énormément de femmes qui se mettent à leur compte. C'est pas pour rien quand même. C'est d'ailleurs un mouvement assez féminin à partir d'un certain âge. C'est pourquoi, selon vous? Je pense que justement, c'est une forme de libération. D'ailleurs, c'est une question que je vous retourne. Je pense que c'est une forme de libération. Alors, on va retourner à moi, je sais pas, mais en tout cas, il y a un mouvement aujourd'hui, il est vrai, de directrices très haut placées, ce qui n'était pas mon cas, c'est pour ça que je précise plus largement, qui ont eu beaucoup de responsabilités, de hautes responsabilités, qui ont cassé le plafond de verre et qui, en fait, pour voir leurs enfants, et pour avoir justement cet équilibre dont vous parlez, se mettent à leur compte. C'est vrai que c'est un vrai mouvement féminin, ça. Enfin, il y a plusieurs mouvements. Il y a aussi le mouvement féminin des femmes qui se sentent pas de percer le plafond de verre, parce que selon les industries, il est plus ou moins épais. Il y a des industries où il est quand même beaucoup plus fin que dans d'autres. Par les industries, pardon. Selon les secteurs, il est plus ou moins épais. Donc certaines n'ont juste pas envie de mener ce combat, qui reste quand même un combat. Et puis d'autres, juste s'y voient pas, tout simplement. Mais ça, c'est hommes et femmes. Je veux dire, tous les hommes et les femmes ne s'y voient pas forcément. La vision de la femme est un tout petit peu différente par rapport à l'effort, finalement, qu'il faut pour y accéder. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont qu'en effet, c'est assez féminin. Après, le mouvement de l'entrepreneuriat est quand même beaucoup plus large que féminin. Moi, ce que je remarque, mais ce sera à vérifier parce que j'ai pas les stats, c'est que les hommes ont plus tendance à monter des startups, des sociétés à impact, etc. En tout cas, des grosses boîtes et à faire plutôt des levées de fonds, enfin, sans quelque chose de financier, là où les femmes ont plutôt tendance à se mettre à leur compte pour plus gérer leur équilibre. Voilà. Oui, et puis, en fait, étonnamment, dans l'écosystème des startups, on a une reproduction presque inquiétante de ces modèles masculins. C'est-à-dire ? En fait, d'ailleurs, c'est tout le sujet de certains mouvements, type Sista ou 15 Tech, qui est porté par Caroline Ramad. Qui sont des mouvements des femmes dans la tech. Hein. Exactement. Dans la tech, les startups, c'est quand même plus la tech. Mais c'est des mouvements de femmes, en tout cas, ça vous citez. Exactement. En fait, on voit bien que dans les startups qui ont levé beaucoup de fonds, qui sont devenus les, entre guillemets, licornes, etc., on est dans des modèles
où tout est masculin, tout en haut. Alors donc même si il y a des discours de féminisation, etc., quand on regarde les chiffres, j'ai envie de dire c'est presque pire que dans le CAC 40, quoi. Donc en fait, il y a à la fois le sujet il y a moins de compétences dans la tech que dans d'autres secteurs, mais c'est pas que ça le sujet. Parce que quand on se retrouve en management de grosses boîtes tech, on n'a pas besoin d'être un tech forcément. Donc finalement, on voit bien que ce modèle d'entreprise et de management presque un peu vieux, enfin je veux dire, il doit quand même un peu basculer. Et pour moi, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des femmes qui vont quitter des postes de direction pour avoir un équilibre. Et moi, c'est pas ça que j'appelle la réussite. Si on en revient au sujet du début, pour moi, la réussite, c'est justement le cumul, d'avoir cette capacité à être la femme professionnelle qu'on a envie d'être et d'exprimer en se détachant de ces injonctions de pouvoir, cette dureté que ça peut générer dans certaines entreprises, parce que finalement, c'est assez associé à la dureté, tout ça. Moi, je crois à la douceur. Donc, sans être un bisounours, je crois à l'exigence, à la douceur et à cet équilibre-là, et être le parent qu'on a envie d'être. Et être pour nos enfants, finalement, à la fois une maman qui bosse, mais qui les voit, qui passe un peu de temps avec eux, qui peut passer 1h30 par mois pour les emmener à la piscine avec l'école, parce que cette période de petite vie, elle est pas longue, donc on a aussi envie d'en profiter, et que c'est ça, en fait, pouvoir tenir sur la durée. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la réussite, c'est un truc hyper personnel, mais qui doit changer de paradigme au niveau de la société. On peut plus se dire, et moi, j'ai même un ami qui m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit, là, j'ai un job, j'ai une super position en filiale de mon groupe, etc., faut que je rentre au siège et je flippe parce qu'il me dit si je rentre au siège, je vais devoir prendre un gros poste et là, je verrai plus mes enfants. Et du coup, vous disiez, on peut plus se dire quoi pour finir la phrase? On peut plus dire que aujourd'hui, avoir un gros poste dans une entreprise est égal à faire péter sa vie de famille, ne pas voir ses enfants, se générer finalement de la tristesse. Parce que, moi, en tout cas, ma philosophie de vie, c'est de me dire le jour où je vais mourir et où il y aura des gens qui seront sur mon lit de mort, ça sera certainement pas mes collègues. Ça sera ma famille, ça sera mes enfants. Et c'est ça, la trace qu'on laisse. Donc en fait, c'est un peu glauque ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Et je trouve ça tellement triste de se dire que pouvoir égale dureté, égale sacrifice, alors qu'en fait, on peut être dans des équilibres un peu différents sans être un bisounours. C'est pas dire que je travaille pas et que je suis pas à fond, je suis à fond, mais par contre, plus au prix d'autres choses. Après, vous avez dit aussi quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez dit qu'en prenant vos demi-journées, vous bossiez finalement plus ou mieux. Peut-être mieux, c'est alors, je bosse terme. pas plus. Non, mais mieux peut-être. Mais par contre, je suis en meilleure forme psychique. Donc, c'est un peu comme si j'avais 2 lundis matin dans ma semaine. C'est vrai. Pourtant, je passe l'après-midi avec mes enfants et tout, mais c'est trop sympa parce que on est quand même dans un mouvement de travail qui est particulier. On passe beaucoup plus de temps derrière nos écrans. On est en full distanciel. On est moins en mouvement, en fait, je trouve, dans le travail depuis 2020. Et le fait d'avoir cette demi-journée de cassure de rythme, où je suis en mouvement, dans des choses concrètes avec mes mains, où je vais faire mon jardin avec mes enfants, où je vais les emmener voir un musée, etc. En fait, le jeudi, quand je redémarre, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle semaine. Et donc, mon niveau d'énergie est beaucoup plus élevé que le mardi soir. Et c'est ça qui change tout. C'est comme si c'était une recharge de batterie, alors que quand je le faisais pas, en fait, le jeudi, j'étais déjà à plat. Parce qu'on enchaîne. Et j'en parle à tous mes amis. Tout le monde est là. Le matin, on se lève. Dépêche-toi, dépêche-toi. On les emmène à l'école. On trace, on va au boulot. On mange en 2 minutes. On enchaîne les visios. Ce soir, on arrive. On est tous en train de courir pour être à 6h30 à l'école. Enfin, c'est ça la vie des gens. Et donc, en fait, c'est dur, quoi. Pour les mamans et pour les papas. Donc, moi, c'est pas que je travaille plus. Mais franchement, je suis plus performante. C'est-à-dire que j'ai des meilleurs résultats. Meilleure créativité, meilleure gestion du stress. Je dis pas que j'en ai plus, Attention, c'est pas une formule magique, mais en tout cas, ça a eu un vrai bénéfice que j'imaginais même pas à ce point. Parce qu'au début, j'ai mis du temps à prendre cette décision. Pourquoi vous avez mis du temps ? Parce que je me suis fait plein de nœuds au cerveau. Je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même déjà tellement de boulot que si j'ai une demi-journée de moins, je vais pas y arriver. Puis après, j'ai eu plein de témoignages, oui, mais c'est l'arnaque de faire un 80-90% parce qu'en fait, on gagne moins, mais on fait plus, ce qui est déjà normal. Je me suis dit peut-être que ça va être mal pris, mal perçu. Je culpabilisais aussi vis-à-vis de mes équipes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont croire que je suis fragile. En fait, à un moment, c'était devenu tellement trop que je me suis dit, c'est la seule solution. C'est la seule solution pour tenir dans la durée. Et en fait, je suis trop heureuse d'avoir pris cette décision. C'est intéressant de mettre le mot fragile là-dessus. En quoi vous auriez été plus fragile ? Ouais, je sais pas. C'est un peu l'imaginaire, c'est les freins qu'on se met, mais
Enfin, c'est un petit peu cette espèce d'image de... C'est les femmes qui sont à 80 ou 90% et du coup, elles freinent leur carrière. Et du coup, le message qu'on a l'impression d'envoyer, c'est « j'ai plus envie » ou « je me refocus sur mes enfants ». Alors que moi, c'est pas du tout le message que j'avais envie d'envoyer. Mais j'avais l'impression que ça allait être reçu comme ça. Chose qui d'ailleurs n'a pas du tout été le cas. Et c'est pour ça que c'est hyper important l'environnement de travail dans lequel on est. Parce que si on est dans un environnement de travail qui comprend le pourquoi et ce que ça peut générer comme bénéfice, en fait, on a quand même tout gagné. Et moi, j'ai la chance d'avoir cet environnement de travail-là et d'avoir aussi quelqu'un qui l'a compris. Et en fait, je pense qu'il regrette pas de m'avoir dit oui parce que, en fait, il a bien vu qu'il y avait un changement. C'est intéressant ce que vous dites sur le frein de carrière, parce que du coup, la question que je me pose, c'est finalement, ce mercredi après-midi, vous l'avez pris quand vous aviez pas atteint un sommet de carrière, mais en tout cas quand vous aviez déjà le poste de directrice. Je me pose la question de ce que vous auriez pu le prendre avant et avoir ce titre-là. Oui. Ouais. Par rapport à freiner la carrière, mais c'est juste mon sentiment à moi, je me dis que ça freine pas la carrière. Est-ce que c'est pas plus facile quand on a déjà finalement atteint un certain niveau de poste ? Non. Franchement, je peux pas répondre à ça parce que pour moi, ça a été un besoin personnel qui était lié à un moment de vie. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment dans ma vie, avant les enfants, je me suis dit, j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin d'être à 80%. Je me suis jamais dit. Je sais que ça change aussi chez les générations d'aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'étais à fond, j'avais pas besoin de ça, j'avais mes week-ends, j'avais du temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est venu et qui est très corrélé au moment de vie de mes enfants, de ma famille. Ils sont en primaire, c'est un moment juste très court, ça dure 6-7 ans. C'est un moment où ils ont beaucoup besoin de nous, où être avec nous, ça leur fait du bien et c'est réciproque. Genre, ils sont pas ados où ils ont plus envie de nous voir et tout. Pour moi, ça correspondait vraiment à ce moment de vie-là où je me suis dit, j'ai pas envie juste de me dire, en fait, je suis passée à côté de ces petits moments un peu magiques de plaisir pour le travail. Et donc, en fait, je pense que si j'avais eu mes enfants, par exemple, 5 ans plus tôt, je pense pas que ça m'aurait freiné. Non. Ok. Non, je posais la question par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait, quand j'ai posé la question sur la fragilité, vous avez dit oui, est-ce que cette image de femmes qui prennent du temps pour leurs enfants, qui justement mettent un frein à leur carrière, et je me suis dit, est-ce que c'est pas l'image plutôt qu'il y a quand les enfants sont tout petits en fait ? Oui, mais je pense que ça dépend vraiment de là où on se trouve. Moi, c'est vrai que j'ai des amis qui l'ont fait dans des groupes et ça les a freinés. Et c'est vrai que dans une carrière, dans un groupe qui a des choses plus processées d'un point de vue RH, peut-être que de manière informelle ou non dite, c'est un frein. Moi, j'avoue, quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mes enfants, j'étais dans un groupe pendant 4 ans et demi, j'ai quasiment pas été augmentée. Est-ce que c'était lié pas lié ? Je n'ai pas de preuves, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai choisi aussi où je le faisais. Et vu que j'ai pas fait de choix linéaire dans ma vie pro, au final, pour moi, c'est un peu dur de répondre à la question parce que je pense que c'est quand même hyper lié à l'environnement dans lequel je me trouve. Non, mais du coup, c'est intéressant, c'est toujours une question d'environnement en fait. Ouais. Ok. Moi, j'avais une question par rapport à votre métier. Vous êtes aujourd'hui dans un univers d'ingénieurs et de R&D, du coup, lié à l'innovation. C'est un métier originairement plutôt masculin, parce que les ingénieurs sont plutôt masculins. Qu'en est-il de sa féminisation aujourd'hui ? Alors, ça dépend des pans. C'est vrai que dans l'univers techno, il y a plus d'hommes. Nous, chez nous, par exemple, on a la moitié des ingénieurs, c'est des filles. Okay. Parce que l'ingénierie et la recherche et développement, et c'est vrai qu'avec tous les enjeux de transition environnementale, il y a plein de typologies d'ingénieurs. En fait, aujourd'hui, en France, il y a des ingénieurs en chimie, en bio. Il y a beaucoup de gens qui font des doctorats. Et donc, nous, on a la chance d'avoir une équipe assez féminisée d'un point de vue équipe technique. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est des gens ultra brillants. Après, c'est vrai que chez nos clients, il y a quand même plus d'hommes. Donc, il y a un vrai sujet d'emmener aussi des jeunes femmes, surtout vers les métiers de technologie, de données, d'intelligence artificielle, de développement. C'est un peu tout le job que fait 15 Tech pour à la fois accompagner des boîtes à recruter des femmes sur ces métiers-là. Mais en vrai, le vrai sujet, il est plutôt avant. Il est plutôt maintenant, là, quand t'as 6 ans. Comment je fais pour justement faire en sorte que ma fille s'intéresse au même titre que mon fils aux sciences. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder les enfants. Parce que les enfants, en fait, ils ont pas du tout de biais à la base. C'est là où on voit la responsabilité qu'on a. Donc, moi, je suis assez heureuse, en fait, d'avoir un parcours dans des métiers et dans des univers scientifiques. Parce que justement, ça me permet de mieux accompagner aussi ce choix possible pour mes 2 enfants sans en faire un fer de lance, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut juste laisser et faire comprendre et donner de l'intérêt aux petites filles sur ces métiers. Donc pour moi, ça sera plutôt dans 10-15 ans que ça peut se jouer concrètement, même si ça commence. Moi, je trouve que ça se féminise. Je sais que c'est pas évident dans certaines boîtes d'être une femme dans la tech. C'est pas évident. Mais en tout cas, chez nous, on a la chance d'avoir pas mal de filles. J'ai quelques dernières questions. Avec plaisir. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant de prendre le poste de managing partner ou en tout cas de directrice associée, ce serait quoi ? C'est une bonne question.
d'être plus bienveillante avec moi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'étiez pas assez ? Justement, d'être plus dans... D'ailleurs, on me l'a souvent dit, d'être plus reconnaissante et de me féliciter plus finalement des pas réalisés que de voir toujours le verre à moitié vide. Ça, c'est vraiment un défaut que j'ai et sur lequel j'essaye de travailler et qui m'a ralenti. Donc le conseil que je dirais, c'est ça, c'est de regarder les pas qu'on a fait, les petites victoires et parfois de se contenter de ça sans vouloir toujours être dans le plus parce que on est rentré dans une habitude de surengagement justement. Que souhaitez-vous pour les générations de directrices aujourd'hui et à venir ? Je leur souhaite qu'en fait, la bienveillance, la douceur soient des qualités qui soient valorisées. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être exigeant et doux. Je pense que l'humanité dans le management, c'est clé. On peut être proche de ses équipes et voire être ami tout en étant pro. Aujourd'hui, c'est pas forcément des valeurs transmises ou en tout cas valorisées dans le management. Et moi qui suis très dans l'affect, moi j'ai besoin d'aimer les gens avec qui je bosse. Et donc quand on aime les gens, il y a forcément d'autres choses qui vont avec l'amour des gens et c'est pas forcément une faiblesse ni une fragilité. Ça peut aussi être une force. Et moi, j'aimerais que les femmes qui managent, elles soient pas obligées d'être dures pour être là. J'aimerais que ça soit reconnu comme une compétence, quoi. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux directeurs d'aujourd'hui et à venir ? Pareil. Je leur souhaite d'avoir les mêmes états d'âme. Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir ? On en a un peu parlé tout à l'heure. Je pense que la parentalité est clé. La gestion de ça dans les entreprises, on n'en parle jamais en fait. On parle des congés pattes, oui, 1 mois, super. En fait, pour moi, c'est un moment de vie, quoi. Le moment de l'accouchement, c'est un moment qui dure, le nourrisson, c'est une période de la vie, mais en fait, avoir des enfants, ça dure vraiment plus longtemps que ça. Et la vie d'un enfant, à chaque âge, a des sujets. Quand ils sont petits, il faut être capable d'aller les chercher à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il faut pouvoir les emmener à des choses. Il faut pouvoir passer du temps avec eux. Quand ils sont ados, il y a d'autres sujets. Et je pense que travailler sur la capacité de tous à être parents et pas que les femmes, en fait, c'est ça une des clés de l'égalité. Et même dans les lois, même d'un point de vue loi, je trouve que quand on dit à des parents, t'as le droit à 6 jours d'enfants malades dans l'année, en fait, c'est rien, quoi. Je veux dire, il y a un moment, on vit en 2023, il y a du télétravail. Accepter qu'un salarié sans abus, ça veut pas dire qu'il faut exagérer, et cette flexibilité de vie, qu'il soit un homme ou une femme, c'est ça qui va autoriser cet équilibre. Parce qu'un homme, aujourd'hui, je pense qu'il s'interdit encore plus de choses qu'une femme là-dessus, et que peut-être il se met encore plus de freins. Pour moi, si on arrivait à cette prise en compte de la responsabilité de l'entreprise dans la parentalité, en fait, je pense qu'on fera un énorme bond social, parce que être parent, c'est construire le monde de demain. C'est donner les chances à nos enfants d'être le citoyen de demain. Et l'entreprise a ce rôle-là, en fait, de nous permettre d'être des citoyens complets. Bon, pardon pour les gens qui sont pas parents encore, mais voilà, en tout cas, ça fait partie de la vie. Merci beaucoup, Florence. Merci. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.